Et voilà, c'est parti maintenant pour la dernière vidéo de ce long didacticiel qui va parler du rendu de ce Mangalore sous Modo. Contrairement à ce que j'avais indiqué au préalable, je vais pas faire une scène entièrement sous Modo parce qu'en fait ça va être relativement long. Forcément, qui dit rendu dit beaucoup de tests, de paramètres et tout. On travaille des textures qui sont relativement lourdes, relativement grandes, donc ça rame, enfin ça rame. Disons que ça ralentit assez vite et pour un didacticiel, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc là, en fait, on va commencer par importer directement le Mangalore au sein de ZBrush. On va changer l'échelle en particulier et en fait, on va faire la texture au niveau de la tête, éventuellement d'un autre élément en fonction du temps que cela va prendre, pour après générer une image et pourquoi pas, si vous voulez par la suite l'exporter dans Photoshop ou n'importe quel autre logiciel de traitement d'image. Donc nous allons commencer par importer dans le menu fichier, hop, ici importer les fichiers OBJ. Voilà, alors je sélectionne tous mes fichiers OBJ. Je vous rappelle que on a fait une exportation de chaque fichier OBJ individuellement correspondant à chaque subtool. Je précise, lorsque j'avais fait mes exportations dans la vidéo précédente, j'ai fait une petite erreur dans le nommage des fichiers. J'ai refait l'exportation, mais ça reste les mêmes fichiers. Je fais ouvrir. Voilà, et là je me retrouve avec quelque chose dans Modo avec des sauts de triangle partout. En fait, si je recule, voilà, ma tête de Mangalore se trouve en fait ici. Si j'avance au niveau de ma caméra, tout se trouve là. Alors, petit truc à savoir, pour des raisons assez pratiques, notamment de travail sur la profondeur de champ et tout, c'est assez bien de travailler avec une échelle au niveau de notre personnage qui est à la taille plus ou moins de la caméra, enfin proportionnellement à la caméra. Pour du décor et tout, travailler des cotations précises, c'est autre chose, mais là c'est pas le cas, donc on s'en fiche un petit peu. Donc je vais faire une échelle en fait de tous mes fichiers OBJ importés pour en fait travailler dans la zone que je définis actuellement avec mon curseur. Pour ce faire, je vais dans l'onglet item ici, et là j'ai tous mes fichiers OBJ qu'on a importés, donc je peux les dérouler, hein, hop, ici, et dans chaque élément je retrouve avec mon mesh. Donc avec CTRL enfoncé, je sélectionne chaque mesh de chaque entre guillemets dossier. Voilà, j'ai tous mes meshs de sélectionnés. Ici, je me retrouve avec le manipulateur plus ou moins universel. Je suis au milieu de ma scène pour le positionner ici. Je vais cliquer sur un petit cube en cliquant sur CTRL au préalable, en laissant CTRL appuyé. Je vais faire une échelle, comme ça, uniforme. Voilà. Et j'ai comme ça défini, voilà, une petite échelle rapidement. Voilà. Je vais tourner donc à 180 degrés. Donc comme ça, plus ou moins l'arrache. Alors pour le faire proprement, on a ici l'axe donc vert, correspond à l'axe Y. On a le petit manipulateur qui rappelle ça ici. On a les paramètres en Y et là je peux mettre 180 directement. Voilà, comme ça au moins j'ai fait une rotation numérique assez précise. Je vais encore réduire un petit peu. Voilà, je descends l'ensemble. L'intérêt c'est qu'en plus comme ça, je reste au milieu de ma scène. On se rend bien compte qu'on est au milieu des axes. Donc si on a une symétrie à refaire pour une raison X ou Y par la suite, par exemple faire un bras ou autre chose, on n'aura pas de problème. Donc voilà, je me retrouve ici avec tous mes différents éléments. Je me trouve à une scène relativement cohérente. J'appuie sur tabulation. Tabulation permet de faire une subdivision au rang 1 en fait, hein, de mes différents objets pour une raison purement d'affichage. C'est pas important par rapport au displacement dans Modo, en fait, il va tout de suite subdiviser au moment du rendu les polygones. Donc vous n'êtes pas obligé de lisser jusqu'à un remplissage aussi important que ZBrush pour générer le displacement. Donc peu importe, là c'est juste pour des raisons assez pratiques. Donc voilà, je suis ici. Pour voir ce que voit ma caméra, vu qu'on va parler vraiment du rendu, je me déplace dans l'onglet, enfin je vais dans l'onglet render pour le rendu, voilà. Et là maintenant je vois exactement ce que voit ma caméra. Là c'est une scène, enfin un viewport de travail, une vue de travail. Ici on a la vue correspondant à la caméra en temps réel, et là en fait un rendu en simili temps réel. Donc si je recule ici, on se rend bien compte que j'avance ou je recule, ma caméra fait de même en dessous ici. Voilà. Je peux changer mon point de vue. Alors je vous invite aussi à consulter la documentation et les nombreuses vidéos fournies avec Modo. Voilà, là c'est pas un tutoriel dédié à Modo, hein. Ça va de apprendre peut-être certaines choses, mais c'est pas le but du tutoriel. Donc voilà, je choisis mon point de vue. Voilà. Si je veux modifier les paramètres de ma caméra, j'ai ici la caméra qui est dans les paramètres ici donc du shading, avec notamment la focale qui est de 50 mm, faire un grand angle si on veut, ou un 200 mm. On a la distance faite de focus qui va permettre de gérer notamment la distance de la cible par rapport à l'objet, pour faire une profondeur de champ, etc., etc. On verra ça à la fin pour le rendu final.
Maintenant il ne reste plus qu'à appliquer les différentes textures sur la tête pour commencer. Alors pour ça, on a ici toujours dans l'onglet donc shading ici, nous avons le rendu avec ici tous les différents. Alors je vais les replier, c'est plus rapide et plus clair. Voilà. Je me retrouve en fait avec les matériaux propres à chaque fichier OBJ que j'aurai importé, les cordes, l'armure, la tête. Donc j'ai la tête, je déroule ici, les propriétés de shader et le matériau vraiment de base, qui par défaut me donne juste des paramètres de couleur. Si je change la couleur ici, voilà, j'ai une tête rouge. C'est pas le but du jeu, bien évidemment. Je repasse à blanc. D'ailleurs, je vais même avancer pour travailler qu'au niveau de la tête. Alors, je rappelle qu'on a au préalable exporté de ZBrush une map de displacement, une normal map, une map de diffuse, une map de spéculaire. Donc ces différentes maps, il va falloir ces textures les importer et les appliquer en fait aux différents canaux qu'on trouve en fait ici en dessous. Pour ce faire, je suis sur mon matériau, je voudrais rajouter une couche d'information, donc une couche information image. En haut, on a, j'étais un petit peu rapide ici, nous avons, je vais l'encadrer, add layer. Donc add layer, je vais choisir image map. Nous avons différents paramètres. Désolé, ça coupe pour vous sur le côté à droite de l'écran. J'ai load image. Voilà, je vais dans mes maps. Et là, au niveau de ma tête, je vais sélectionner le displacement. On va prendre, c'est les deux mêmes de toute façon. Celui-là, la normale, le spéculaire et aide tout court qui correspond au diffus. Je fais ouvrir, alors tant que ça charge, je rappelle que c'est des fichiers chez des TIFF et des PSD qui font quand même plusieurs dizaines de mégas, donc forcément ça fait vite lourd. Donc n'abusez pas trop des images trop grandes quand ça sert à rien. J'aurais peut-être dû réduire pour le tutoriel, mais bon, voilà, ce qui est fait est fait. Donc là voilà, il m'a chargé les différentes images. Alors je me retrouve dès maintenant avec une texture. Vous remarquez, j'en ai chargé 4, il m'en affiche qu'une seule. On va voir après le pourquoi du comment. Alors à l'heure actuelle, il m'a chargé une image, qui en fait image aide, voilà, qui apparaît ici, qui est la diffuse color. En fait, dès qu'on clique, on crée ici une nouvelle image, on a le canal qui correspond, automatiquement cette image prend le dessus sur les paramètres qu'on a acheté en dessous ici de matériau de diffuse color. J'ai une texture, donc la texture prend le pas sur la couleur. Donc je reviens là-dessus. Au passage, on peut choisir en faisant un clic droit sur diffuse color, sur quel canal on va appliquer l'opération. Donc tout à l'heure on aura besoin de displacement, on va avoir besoin d'étalement au niveau du spéculaire, enfin la quantité pardon de spéculaire, éventuellement la normal map, etc. On a du bump par l'alphabétique, donc tout se trouve ici. Donc on charge une image et on dit à quel canal on va appliquer cette image là. Alors je ferme ce petit menu, on se rend compte que là j'ai une image qui correspond, mais ça ne correspond pas à ce qu'on avait peint dans ZBrush. Pourquoi ZBrush a la fâcheuse manie, je l'avais dit dans la vidéo précédente, d'inverser, en fait, de faire un flip, un miroir vertical en fait des textures par rapport aux UV. En fait, il place le repère au niveau des UV entre 0 et 1, bref c'est un petit peu compliqué, mais en fait le repère est placé en fait à l'envers par rapport au placement des images, des pixels. Donc ça veut dire qu'il faut flipper l'image verticalement. Attention, c'est pas une rotation à 180 degrés. C'est-à-dire ici j'ai l'image, j'ai ces différents paramètres qui apparaissent dans l'onglet propriétés ici. Je vais pas dire je fais une rotation selon l'axe en fait dans la profondeur ici Z à 180 degrés. Ça marchera pas. Il faut vraiment faire un miroir vertical. Pour ce faire, on a ici le wrap horizontal et vertical. Vertical, je suis à 1, je vais mettre à -1 en fait, je vais inverser la valeur. Et voilà, ma texture maintenant est réapparue comme il le fallait. Vous remarquez qu'automatiquement, Modo me refait le rendu correspondant à ce que je recherche derrière. Alors maintenant, on a la couleur. Il va manquer par exemple le displacement pour générer le même niveau de détail de ce que l'on a fait dans ZBrush. Alors, même principe, j'ai mon matériau ici. On a au passage des paramètres ici de displacement en distance, mais j'ai pas de texture donc il ne se passe rien. Donc je vais charger une nouvelle texture, comme tout à l'heure, add layer. Je prends image map, et là je vais charger, le temps que ça me charge à niveau de l'affichage de la preview. Voilà ici, Modo m'affiche toutes les textures qui sont chargées. Alors il vous en manque une sur le côté qui est la map, en fait la normal map. Donc ici j'ai le spéculaire, j'ai le displacement, le diffus et donc la normale. Donc il faut marquer au petit détail
là j'ai bien les yeux qui sont en bas, la bouche qui est en haut. Pareil pour le spéculaire. Par contre, le displacement, j'ai bien la map qui est dans le bon sens. Je vous rappelle, dans les paramètres d'exportation de Displacement Exporter 3, on a choisi dans les options, en fait, le petit bouton tout en bas en fait du plugin, on a choisi en fait de flipper, faire un flip vertical de la displacement map. Donc ici on n'en aura pas besoin. Donc je vais charger ici ma map de displacement qui est en plus la plus grosse, qui fait 4096 par 4096. Je clique dessus, ça me la charge. Alors attention, là ça me l'a chargé aussi en tant que couleur diffuse. Je veux pas une couleur diffuse, je veux du déplacement. Comme tout à l'heure, clic droit, je choisis déplacement. Alors là ça va mettre à jour. Voilà. Vu que j'ai mis du displacement, c'est plus diffus, couleur diffuse, ma couleur diffuse apparaît et se cumule avec le déplacement, et mon déplacement apparaît ici. Alors on regarde quelques petits détails qui sont apparus, c'est un petit peu gonflé. Alors, dans le champ, enfin les propriétés du matériau, ici matériel 4, tout à l'heure je vous ai montré qu'on avait ici au niveau la distance de déplacement. Cette valeur là il faut l'augmenter, en fait cette distance de déplacement entre la forme de contrôle, l'objet en fait sans lissage, les polygones de base, et le displacement de maximum. Là j'ai monté à peu près une 80-90. Alors c'est une valeur qu'il faut plus ou moins tester, sauf que quand j'augmente, on le voit ici là en preview en temps réel, on a une espèce de machin tout gonflé. Alors on voit bien que ça déplace quelques polygones, mais c'est pas ce qu'on a dans ZBrush. Là on a voilà, une tête qui correspond pas à ce que l'on veut. Pourquoi? Parce qu'en fait par défaut dans Modo, il va faire le déplacement en prenant le noir comme étant la base, et plus on va aller vers le blanc, plus on va déplacer les polygones, les micro-polygones, micro-triangles, pardon. Il faut en fait indiquer à Modo que le déplacement se fait en fait en fonction d'un niveau de gris, qui va en fait, le gris moyen étant la valeur neutre. Plus on va vers le noir, plus ça s'enfonce, et non pas une valeur de base. Plus on va vers le blanc, plus ça va en fait monter vers le haut. Donc dire en fait qu'on voudrait que la base soit entre guillemets au milieu à 50%. Pour faire cette modification, il faut aller en fait dans les paramètres de la texture de déplacement qui apparaît ici. Donc on a vu tout à l'heure par rapport à la texture de diffuse qu'on pouvait ici flipper verticalement ou horizontalement, c'est pas ici. Nous avons sur le côté un onglet texture layer, je clique dessus, qui a différents paramètres par rapport vraiment en fait à l'image en elle-même. Et là nous avons sur le dessous, nous avons la valeur basse et la valeur haute. La valeur basse étant à 0, ça prend le 0% de l'image, qui correspond du noir. En fait non, je veux dire que mon image, la valeur en fait moyenne, se trouve pas en fait entre les deux ici, mais elle va se trouver en fait, si je fais moins 100%, je vais me retrouver, en fait la valeur moyenne va se trouver en fait à 0. Donc une valeur grise moyenne et pas une valeur de base. Donc voilà, ce petit truc à savoir, il faut pour le displacement en provenance de ZBrush dans Modo, définir que la valeur de base se trouve à moins 100, et la valeur minimum est à moins 100, et la valeur maximum est à 100%. Donc voilà, c'est un point qui est important à savoir. À partir de là, je peux revenir sur mon matériau et augmenter par exemple mes valeurs de déplacement pour trouver en fait la distance qui va correspondre plus ou moins à ce que j'avais dans ZBrush. Alors attention, pas faire des valeurs genre 419 mm comme je l'ai fait ici. Voilà, là je me retrouve avec n'importe quoi parce que ça a vraiment exagéré mes détails de déplacement au-delà de ce que j'avais dans ZBrush. Alors bien sûr, il faut baisser un peu la valeur. Voilà. Alors ça, voilà, il faut un petit peu tester. Là, je suis à peu près dans ces eaux-là, à peu près à 140, peut-être un petit peu plus. On va être à 160. Attention à ne pas exagérer, bien évidemment. Il faut trouver le juste milieu. Voilà. C'est un petit peu en dessous. Parce qu'en fait, il y a ce petit pincement qu'on n'avait pas dans ZBrush. Et voilà. Donc vous voyez, c'est bien d'avoir ce petit calcul en temps réel, c'est comme ça on peut voir vraiment un affichage assez rapide de notre displacement sans avoir besoin de faire des rendus. Alors c'est un brouillon certes, mais ça suffit largement pour la qualité. Petit passage pour accélérer ces paramètres là, vous avez les options ici. Et là vous avez le déplacement ou le déplacement fait brouillon. Draft displacement. Vous voyez maintenant, j'enlève displacement, je garde que le draft. On n'a pas vraiment de détails, il faut bien prendre les deux. L'intérêt c'est que le displacement est moins précis, mais ça permet, vous voyez, en fait c'est un peu plus anguleux. Et pour avoir une forme globale du rendu, une fois qu'on est d'accord sur la qualité de notre displacement, ça va être beaucoup plus rapide. Parce que si la preview se fait toujours avec le displacement en haute qualité, à chaque fois qu'on modifie une texture, que ça va refaire un calcul, ce sera toujours beaucoup plus lent. Là on sait que la valeur de displacement qu'on a mis nous paraît bonne, on peut rester comme ça.
Donc voilà pour le displacement. Il nous reste encore des textures à charger, notamment la texture de la normal map, qui va en fait simuler un bump pour en fait simuler un espèce de grain un petit peu plus précis au niveau juste du pixel. Donc ça c'est pas vraiment obligatoire, c'est du bonus que je fais. Donc mon image est sur le côté, vous pouvez pas la voir, je suis désolé. Donc voilà, je charge ma normal map qui apparaît ici. Comme tout à l'heure, elle est aussi inversée. Donc je mets -1 dans le wrap vertical. Voilà. Et en clic droit, je définis que c'est pas du bump, mais une normal map. Alors là, elle est beaucoup trop marquée. On peut aussi jouer sur l'inversion en fait. Voilà, alors c'est pas le cas ici, mais des différents canaux par rapport au bump. Voilà. Et surtout, dans les paramètres du matériau, on a la force du bump qui se trouve à 100%, qui est beaucoup trop forte. Donc là, voilà, je vais descendre à peu près à 25%. Je reviens juste sur le displacement sans draft pour avoir un résultat. Voilà. Donc on obtient un petit peu ce genre de choses. Alors, maintenant il va rester à travailler le spéculaire, qui nous manque en fait à l'heure actuelle. D'ailleurs, vous voyez une espèce de spéculaire qui est très brillant et tout, là, qui est plus ou moins uniforme. On peut très bien le modifier, par exemple jouer sur l'étalement. Augmenter en fait ici le roughness, jouer sur l'étalement du spéculaire. Voilà. On peut jouer sur la quantité de spéculaire. Voilà, sauf que là, le spéculaire est plus ou moins global, bien sûr en fonction du déplacement des différents des creux des bosses que l'on a fait au préalable. Alors avant d'attaquer le spéculaire, pardon, il est important de travailler aussi un peu sur l'éclairage. À l'heure actuelle, on n'a qu'une seule lumière qui apparaît donc ici. Voilà, en mode item pour ceux qui ne savent pas, pour sélectionner la lumière ici. J'ai qu'une seule lumière, déjà j'ai une ombre qui est bien marquée. Dans Shading, on a ici les... pardon, excusez-moi. Non, Shading. Voilà, en dessous, nous avons la lumière, Directional Light. Dans les propriétés, nous avons ces différents paramètres, notamment son intensité ici. Et en dessous, donc, le type d'ombre. Et nous avons le Spread Angle, qui permet de définir en fait l'angle au niveau de l'ombre, permet de faire des ombres douces. Si j'augmente l'ombre en fait ici à 7 degrés, je vais pouvoir commencer à faire des ombres qui vont être douces. Attention, les ombres douces, ça va ralentir le temps de rendu. D'ailleurs, on les voit ici, les ombres douces. Donc attention à ce petit détail là. J'ai besoin d'avoir un éclairage éventuellement sur l'arrière, donc je vais faire un clic droit ici, j'ai dupliqué ma lumière. Forcément mon rendu va commencer à être cramé parce que j'ai deux lumières l'une sur l'autre, donc j'ai un double éclairage. Je passe ici en mode rotation, voilà, j'enlève le Grimble ici, hop. Je vais changer de point de vue, voilà, je vais déplacer ma lumière. Alors là c'est une lumière qui est donc directionnelle, c'est-à-dire que où qu'elle soit, c'est un vecteur en fait qui va faire l'éclairage dans l'axe en fait de la lumière, que ce soit devant ou derrière le mesh. Ici je suis devant ou je suis derrière. On voit ici que le résultat est exactement le même. Donc il n'y a pas à vous inquiéter par rapport à ça. Faut que j'enlève l'option par défaut là de Grimble. Voilà. Donc là on peut commencer à travailler un peu sur l'éclairage. Hop, je prends mes lumières là. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un éclairage un peu comme je le voulais. Je vais augmenter un petit peu la valeur de l'éclairage ici. Et je vais rajouter au niveau de mon rendu un peu d'éclairage indirect, juste un skylight en fait. Je vais dans rendu, les paramètres globales, et là, hop, je vais activer l'éclairage indirect, qui par défaut va me prendre les paramètres en fait d'environnement. Voilà. En fait, l'environnement, c'est ce qu'on a derrière, c'est juste un dégradé qui apparaît là, qu'on peut définir dans les paramètres d'environnement qui se trouvent ici, qu'on peut dérouler. Par défaut, on a un matériau qui est juste, voilà, un espèce de dégradé en 4 couleurs. Différents paramètres de couleurs constantes, tout ce qui va autour. Vous pouvez très bien faire add layer, prendre une image et charger une map HDRI qui à ce moment-là va se substituer aux paramètres d'éclairage et d'environnement pour quelque chose de plus naturel et plus réaliste. Donc ce que je vais faire dès maintenant. Alors je vais donc chercher une map HDRI, add layer, image map. Là je vais faire load image qui est hors de l'écran, désolé.
Hop, HDR, et là j'ai pris deux textures, alors je les ai pris un peu au pif, hein. Voilà. Vous voyez, on commence à voir le rendu qui apparaît ici. Ça a pris Car Wash, c'est une image, si on arrive sur l'onglet images, elles apparaissent là, je double-clique. Voilà, cette espèce d'intérieur en fait de garage. C'est des images que j'ai trouvées sur internet, hein. Il y a pas de, c'est pas des images que j'ai créées ou que j'ai achetées, hein. C'est des images que j'ai trouvées gratuitement en téléchargement sur internet. Je vais éventuellement changer de texture, pas plutôt prendre celle-là. Donc en environnement, ici, dans texture layer, on peut choisir ici ce que l'on veut, hein. Donc là je prends volume 2, voilà. Là c'est une texture plutôt en fait, une texture pardon plutôt d'extérieur. Donc c'est celle-là. Voilà, donc à vous de jouer là-dessus. Alors par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut définir dans Modo quel type de projection. Là, la projection, c'est sphérique. Par défaut, il l'a trouvé. Si c'est une probe ou planaire, etc. Donc il faut définir là, c'est bien sphérique, il n'y a pas de problème. Si je prends celle-là, c'est aussi, c'est plutôt, ouais, c'est sphérique aussi. Par contre, ça ne prend pas, ça prend en fait que la partie haute de l'image. Moi, ça va me convenir. De toute façon, c'est pas plus mal. Donc je peux prendre en fait l'autre image. Donc je reviens dans mon environnement, texture layer, voilà. Je suis bien ici en projection sphérique. Voilà, ça me paraît relativement bien. On peut jouer sur la position aussi, hein, la monter verticalement, si je me trompe pas. Alors là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Voilà, on le voit derrière, vous voyez, sur l'environnement. Alors là, c'est pas très grave, l'environnement, peu importe, hein, c'est pour avoir vraiment un éclairage. Si je fais un rendu final, de toute façon, j'aurai en arrière-plan un objet 3D, une image ou quoi que ce soit. Alors là, maintenant, je commence à avoir quelque chose d'assez sympathique. Je vais faire le spéculaire et après, je vais faire un rendu de mon image. Alors, spéculaire, je reviens ici sur mon matériau au niveau de la tête. Je vais charger donc une nouvelle image, add layer, image map, et je vais chercher mon spéculaire. Voilà. Alors le spéculaire bien sûr apparaît comme couleur diffuse vu que c'est celle qui est active par défaut. Petit détail, comme tout à l'heure, vertical wrap, je passe en négatif à -1. Je vais choisir ici maintenant pas une couleur diffuse mais au niveau du spéculaire, c'est en fait la quantité de spéculaire. Voilà. Alors attention, par défaut, j'ai quand même beaucoup de spéculaire. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de blanc. Donc forcément, c'est vite lumineux. Alors, pour changer ça, je reviens sur mon matériau. Et là, je me retrouve avec la quantité de spéculaire. Si je passe à 0%, j'ai toujours plein de spéculaire. Je passe à 43%, ça change strictement rien en fait. Pourquoi ? Parce que ce paramètre de spéculaire est pris en fait, la texture a pris le dessus sur ce paramètre là, donc quoi que je fasse ça ne changera rien. Il faut que je vienne sur l'image ici et par exemple sur la quantité ici de texture layer. Vous vous rappelez tout à l'heure ce qu'on a vu pour le displacement entre la valeur de base 0 et 100%, donc on prend de 0 à 100% l'image du noir vers le blanc. Et bien si je baisse ici ma valeur, en fait je vais baisser dans les valeurs en fait de spéculaire. Voilà, on se rend compte que là mon spéculaire est un peu moins marqué. Donc en fait baissé. Voilà. Donc j'ai toujours un spéculaire qui est existant, mais qui est éventuellement un peu moins marqué. Alors attention, mon spéculaire est assez marqué ici, parce que sur le dessus, dans cette direction-là en plus, par rapport à notre point de vue, nous avons une lumière, celle-là, qui éclaire donc sur le dessus. Donc c'est un peu normal que j'ai ce genre de résultat ici. Alors on va lancer un rendu. Je précise pour le rendu, je n'ai pas activé le rendu réseau. Je pourrais le faire. Je rappelle dans Modo 3, nous avons le rendu réseau. Donc là, c'est pour passer en slave mode. Vous pouvez installer autant de licences de Modo sur autant de machines que vous avez en fait chez vous. Après, il ne reste plus qu'à passer chaque machine en render slave ici. Et là, vous pouvez choisir
ouvrir la preview en LAN. Ah si, par contre, j'ai toujours le MacBook, pardon, qui est sur le réseau. Donc vous voyez là ici, j'ai quand même une deuxième machine, j'ai rien dit en fait, je pensais que je l'avais coupé. Donc le Mac est ici avec donc j'ai deux processeurs, c'est un Core 2 Duo, voilà, qui avec le dossier partagé, il faut un dossier partagé. Il est en mode slave, prêt à attendre. Donc je vais lancer le rendu. Alors vous avez un raccourci clavier qui s'appelle F9, je ne vais pas le faire sinon ça coupe la vidéo. Donc je fais juste voilà rendu et le rendu donc va démarrer. Alors, pour le rendu réseau, ce qu'il faut savoir, c'est que là, le rendu réseau va pas être très intéressant pour cette scène-là. Pourquoi Parce qu'il faut, bien sûr, que Modo envoie la scène entièrement dans, ça s'appelle, qui est écrit sur un dossier partagé, et ensuite que les esclaves, les slaves, hein, les autres ordinateurs qui sont sous Modo pour le rendu réseau, aillent chercher ces documents-là. Donc là, le modèle 3D est pas très lourd. Mais j'ai une map HDRI qui doit faire à peu près 10 mégas. J'ai à peu près 40 ou 50 mégas en fait de map. Ce qui fait qu'au final, c'est quelque chose qui est assez lourd. Et le temps de rendu ici, sur ma machine principale, va être plus rapide que le temps de transférer tous les paramètres en fait sur l'autre machine. L'autre machine fasse le calcul de l'irradiance ici, ce qu'il est en train de faire, etc. etc. Là, à l'heure actuelle, le Macintosh, je le vois moi d'où je suis, est toujours en train de charger la scène pour le rendu réseau. À mon avis, il aura fini de charger quand lui aura fini ici. C'est pour ça que je voulais couper le rendu réseau pour bien interférer. Petit point qui est non négligeable, quand vous avez par exemple une machine en réseau qui bloque, si Modo n'a pas de réponse, il va recalculer localement sur notre slave les buckets, les petits carrés en fait qui ne sont pas calculés. Donc ça c'est le gros avantage. Je précise, le rendu ici ne se fait pas sur la machine la plus puissante que j'ai, hein, c'est un vieux Pentium 4D avec un dual core, c'est avant les cores de duo, donc c'est la première génération de double core chez Intel à 3,4 GHz, sachant que cette machine-là est 2 fois plus lente que le MacBook Pro qui est un Core 2 Duo, donc la nouvelle génération, à 2,33. Donc il y a quand même une différence quand même d'1 GHz entre les deux, et le Mac est quand même 50% plus rapide. Voilà, donc on va attaquer le rendu. Le Mac est toujours en train de charger la scène, parce que le Mac est branché en Wi-Fi. Une connexion câble est quand même beaucoup mieux, et voilà, le rendu se fait. Donc là, voilà, on commence à voir le rendu qui apparaît directement dans Modo. Donc vous voyez qu'on a bien le déplacement qui apparaît, on a bien le spéculaire qui apparaît sur le dessus, on a l'éclairage des différentes lumières plus des maps HDRI. Alors bien évidemment, le map HDRI, je l'ai laissé tel quel point de vue intensité. Après, dans les paramètres d'environnement, je vais vous montrer juste ensuite, on a moyen de changer l'intensité bien évidemment de cet environnement-là pour pas que l'éclairage soit trop important. Donc en fait, il faudrait que je travaille un peu ma map de spéculaire, parce qu'on se rend compte qu'ici on a beaucoup de spéculaires, mais sur les côtés il n'y a pas beaucoup de spéculaires. Petit point non négligeable aussi, il faut savoir que l'éclairage indirect a tendance à manger le spéculaire, enfin manger, c'est-à-dire d'étouffer cette espèce d'éclairage. On a un peu triché pour en fait simuler cette espèce de reflet au niveau de l'éclairage. Donc pour en général simuler un spéculaire, enfin créer un vrai spéculaire entre guillemets avec du HDRI, l'éclairage indirect, et ben il faut faire appel à la vraie réflexion au niveau de votre mèche. Donc voilà, je vais juste faire comment s'appelle, les textures pour les yeux qui manquent, et puis en fait on va faire une profondeur de champ et on va s'arrêter là, parce que là on est déjà à 27 minutes, quasiment 28 minutes au niveau de la vidéo. Alors pour faire les yeux, je sélectionne un œil. Voilà, je vais passer en mode hop UV ici pour éviter d'avoir le calcul de rendu qui se fait. Voilà, donc là à l'heure actuelle, je reviens sur item ici, j'ai bien donc mon mesh qui est sélectionné, je passe sur l'onglet liste, où là en fait je vais avoir, alors je vais baisser un petit peu ça, voilà, nous avons les listes différents éléments, des WattMap, des UVMap, et voilà, là en fait à l'heure actuelle, ce mesh là partage les mêmes cartes d'UV que tous les différents meshs. C'est une sphère que j'ai fait dans ZBrush. Cette sphère là avait des UV, mais UV vous voyez limite AUV-til. Si je prends une image en fait au niveau d'un œil par exemple, et ben je vais pas avoir quelque chose de standard. Par exemple si je prends ici les polygones qui sont là, vous voyez, c'est ceux qui se trouvent là. Donc trouver le centre ici qui est de mon œil finalement se trouve en dessous. Donc cette map là me correspond pas du tout. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une nouvelle map, ça s'appelle texture œil. Voilà. Donc qui, hop, alors m'affiche effectivement quelque chose qui est derrière, c'est pas vraiment ce que je veux, mais c'est pas grave. Au niveau de mon œil qui se trouve ici, je vais hop,
faire dans Texture, UV Tool, je vais faire créer en fait un tool UV. Je vais choisir une projection de type planaire. En fait, je vais, par rapport à mon point de vue ici, hop de face, je fais une projection planaire, et je clique, hop là. Et là en fait, qu'est-ce qui se passe? Il m'a fait une nouvelle carte, bon peu importe de l'image qui est derrière, d'UV avec une projection planaire selon en fait l'axe Z, qui est l'axe de la profondeur. Moi j'ai une texture d'œil qui correspond en fait à ce que j'ai actuellement à l'écran, donc ça va parfaitement suffire. Donc voilà, j'ai un overlap au niveau des UV, c'est-à-dire que mes UV qui se trouvent derrière mon œil correspondent en fait aux UV qui sont devant, elles se superposent. Ça veut dire que derrière mon œil, j'aurai aussi la texture de l'avant de mon œil. Si ça se trouve à l'intérieur du globe oculaire, je m'en fiche, donc c'est pas très important. Donc voilà, l'œil droit, même chose. Je vais faire une nouvelle map, texture œil. Aujourd'hui, il est nommé, donc droit, tant pis. Voilà. Et même principe, je vais choisir. Hop, je me décale sur le côté ici, c'est mon œil qui se trouve là. Vous voyez, qui apparaît ici. Je double-clique pour sélectionner tous les polygones, c'est pas obligatoire. Si j'ai aucun polygone, ça prend tout l'objet directement. Texture, je crée donc UV Tool, un UV Tool, je suis en plein air, je clique, hop, mes UV ont été faites. Voilà. Donc je me retrouve maintenant sur chaque objet avec des UV correspondant à ce que je vais avoir derrière. Je n'ai plus qu'à faire donc ici au niveau des yeux, voilà, œil droit comme tout à l'heure, et on voit les UV qui apparaissent ici. Voilà, le matériel. Je vais choisir une nouvelle image, image map. Je vais charger l'eau d'image ici, et là dans mes maps, j'ai les textures en fait d'œil. Je ne sais pas si on va les voir, voilà qui apparaît ici. Ma texture est bien dessus. Alors attention, petit point non négligeable, dans les propriétés, il faut bien choisir ici, dans les propriétés de l'image, dans le texture locator, vous avez ici le type de projection, on se base sur les UV correspondant à la géométrie de mon objet, et après si on a plusieurs maps, vous voyez ici texture œil, œil droit, texture UV, je peux choisir sur quelle map je veux me baser. Vous voyez, j'aurais pu très bien faire cette texture œil, texture droit, c'est plus ou moins la même chose, donc il n'y a pas de problème. Et là, vous voyez, ma texture au niveau de l'œil, maintenant, est bien présente. Je pourrais charger du spéculaire, de la réflexion, patati patata. D'ailleurs, je vais faire rapidement hop, un tout petit peu de réflexion. Non, pardon, excusez-moi. Ici, au niveau de mon œil, quelque chose d'assez léger. Je suis resté à 6%. Je vais faire pareil pour mon autre œil, donc l'œil gauche. Voilà. Je vais faire Add Layer, Image Map. Je charge mon œil. Ça apparaît bien sûr la texture de l'œil droit. J'ai la texture œil pour mes UV qui apparaissent là. Ça met un petit peu de temps des fois à se mettre à jour. Comme tout à l'heure, je vais au niveau du matériau ici. Hop. Augmenter un petit peu la réflexion à 6, qui était la valeur que j'avais mis au préalable. Alors des fois j'ai petits problèmes comme ça en fait de mise à jour de ma texture. J'ai déjà eu le droit à ça, oui, je suis bien dessus, mais il ne le prend pas. Donc ça, c'est normalement si je fais un rendu, je peux pas dire de bêtises. Je dois avoir mon œil qui doit apparaître. Alors voilà. Je vais faire un petit truc. Ah si, ça marche. Alors je me demande si mon œil apparaît. Parce qu'il est assez renfoncé en fait. C'est pas très visible ici. J'ai l'impression que mon œil apparaît pas. S'il apparaît, il est en petit ici. Je vais juste couper au niveau de l'environnement. Hop, vous voyez ici, j'ai cliqué sur le petit œil pour en fait désactiver ma page HDRI. Je me retrouve ici donc avec mon rendu d'environnement et que l'éclairage, mais pas la map en fait HDRI. Et tout à l'heure, au fait, pendant que le rendu se fait, je vous avais dit qu'on peut changer l'intensité en fait d'éclairage au niveau de l'environnement, l'intensité. Donc sur l'environnement, quand on clique sur l'environnement ici, nous avons là l'intensité en fait comme une lumière. Donc on peut augmenter et baisser les paramètres en fait au niveau donc de l'intensité. Alors petit détail non négligeable, vous remarquez je m'efface à mon Mangalore. J'aimerais bien qu'il m'affiche ma texture, ça me ferait plaisir. On a l'impression qu'il louche un petit peu, parce que mes yeux sont assez renfoncés. Je pourrais très bien en fait rééditer ça, c'est-à-dire vous voyez on a l'impression qu'il est un peu au-dessus. Il faut déjà que je descende mes yeux. Alors je vais prendre l'œil droit, l'œil gauche. Voilà. J'appuie sur Y pour avoir le manipulateur. Voilà. Ils sont assez rapprochés, c'est une impression que ça donne, c'est vraiment qu'une impression. Donc voilà, c'était une petite parenthèse.
Ça m'énerve de ne pas avoir mon œil ici. Il faudrait que je quitte et je relance Modo, ce que je vais éviter. Je pensais d'ailleurs que j'aurais avoir à le faire, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, donc maintenant je me retrouve avec des yeux, un peu de réflexion dessus, une map HDRI pour faire un rendu. Ma map HDRI se trouve dans Shading, je vais la chercher. Voilà. Oui, il met un petit peu de temps à se calculer, se mettre à jour, hein. Donc voilà, bien sûr, il reste à faire la même chose pour tous les éléments de l'armure, c'est-à-dire le plastron, l'armure en elle-même, tout ça, les différentes couleurs. Voilà, faire un arrière-plan, faire un décor, à faire donc bien sûr un rendu final. Et voilà, là déjà on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus propre et réalise ce que l'on veut. On peut aussi rajouter du subsurface scattering, c'est-à-dire la simulation, enfin l'absorption de lumière en fait des différents matériaux. Je vais pas le faire, c'est quand même un peu plus long, faut tester là-dessus. Je vais finir juste en fait par une simulation de profondeur de champ pour jouer un petit peu sur le côté premier plan et arrière-plan, faire un espèce de flou par rapport à ça. Alors comment ça marche? Voilà, je vais au niveau de ma caméra qui se trouve ici. Je sélectionne en mode item. Voilà. Je prends le manipulateur et là on se retrouve avec une petite croix en fait qui correspond à la zone en fait de l'autofocus, on va dire, le point de cible. Donc par rapport à ma caméra, oui, je peux très bien augmenter comme ça mes différents paramètres. Donc hop, j'avance dessus. Vous voyez l'autofocus distance, on le trouve là, hein. Donc je vais juste remonter ça légèrement. Voilà. Donc on a les différents paramètres au niveau du rendu. Le f-stop en fait ça va être au niveau de l'ouverture. Plus l'ouverture va être faible, plus ça va être flou. Plus on va jouer sur l'effet de profondeur de champ. Donc je vais baisser un peu ma valeur. J'exagère les choses, hein. Faites pas ça à la maison, c'est dangereux. Non, je rigole bien sûr. En fait j'exagère mon flou. Je vais jouer par exemple sur un peu plus sur le blur. Voilà. Dans mes paramètres de rendu, il faut aussi tout en haut, toujours dans Shading, rajouter dans les paramètres que l'on veut avoir la profondeur de champ, voilà, qui est activée. Motion blur, c'est de l'animation, tout ce qui va autour. Alors maintenant, nous avons le rendu qui est prêt à être fait, à être simulé. Je sens que j'ai pas assez marqué mon profondeur de champ. Alors, attendez, on va tricher légèrement. J'aime bien tricher. Item. Voilà, je vais tout fermer. Hop, je vais prendre tous mes mèches ici. Je les sélectionne tous. Clic droit. Je vais dupliquer en fait l'ensemble. Voilà. Je vais hop les mettre à la racine ici. J'appuie sur Y pour avoir le manipulateur. Et je me retrouve comme ça maintenant avec un deuxième mesh qui n'a pas pris en compte mes textures. J'aurais peut-être dû garder effectivement mes groupes ici par rapport aux matériaux. Bon, c'est pas grave, hein. Vous imaginez les petites erreurs de l'effet Bonatti des démonstrations. Pour un espèce d'avoir un autre Mangalore qui était un petit peu au loin. Je triche un petit peu sur la position. Je ferai bien sûr avec Modo modifier donc ici mes différents en fait paramètres. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais revenir sur mon mesh ici et je vais le mettre au niveau en fait dans la tête. Dans le dossier en fait Edge, j'aurais dû laisser en dupliquant dessus. J'étais un peu bête là-dessus. Voilà, j'ai mon matériau qui apparaît, je vais faire pareil pour les yeux. Hop. Voilà, donc ça c'est l'œil droit. Voilà. Et l'œil gauche. Voilà. Donc je me rapproche un peu là-dessus. J'ai mon mesh qui est là. Alors on peut même faire, si on veut jouer très rapidement, je viens sur modèle ici. Hop. Voilà. Je passe en poly sur ce mesh là. Je vais activer. Oui, en fait, on appuie ici sur les différents manipulateurs. On pourrait avoir là, par exemple, l'outil en fait de transformation. Hop. J'ai un petit ralentissement.
Je vais savoir pourquoi. Ah, j'ai le... D'accord, ok, excusez-moi. Ce que je vais faire, je vais juste temporairement dans le shading couper le déplacement. Voilà. Donc là, en fait, qu'est-ce que j'ai un fall-off qui va apparaître sur l'autre mèche par contre. Voilà, ici j'ai une espèce de fall-off qui va permettre en fait de faire des morph target, enfin des déformations au niveau de mon mesh. Voilà. Alors ce qu'il faudrait, c'est que voilà, je vienne là-dessus, je reprends mon outil ici. Voilà. Je change un peu globalement ma forme en fait, histoire d'avoir un Mangalore qui est un petit peu différent. Peut-être pas exagérer non plus. Alors, je baisse un peu mon fall-off. Voilà. On peut le dissymétriser. D'ailleurs, je vais profiter de faire pareil sur l'autre Mangalore. Voilà. Et donc je disais sur celui-là, sur ma tête, voilà, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais prendre en mode poli. Surtout enlever la sélection au préalable. Petit undo. Donc on a presque intérêt à dissymétriser ça vraiment dans Modo, comme ça on peut faire un truc propre. Et tout ce qu'il faudrait faire, ce serait faire une ici en fait une morph map, se faire une nouvelle map avec une modification dessus, comme ça après on passe de l'un à l'autre directement pour éviter de tout casser comme je suis en train de le faire à l'heure actuelle. Mais bon voilà, c'est pour un tutoriel, c'est fait assez rapidement. Voilà. Je reviens sur mon rendu ici. Je vais réactiver ma map de displacement. On peut maintenant, au niveau des paramètres de rendu, voilà, rendu ici, jouer sur les propriétés. Par défaut, la frame étant 640 par 480, on va faire un 600 par à peu près 400. J'ai un côté un peu plus cinémascope. Voilà. Je vais juste vérifier que ma caméra a le bon autofocus. Voilà. Donc voilà, on a la caméra qui est définie, on a une espèce d'environnement. Bien sûr, il faudrait faire les textures rapidement au niveau des objets qui se trouvent en dessous. Voilà. Il ne reste plus qu'à donc jouer sur les paramètres de rendu en eux-mêmes. Donc on a l'image en elle-même, la résolution, bref, peu importe. Les paramètres ici, l'anti-aliasing, plus on augmente, plus c'est précis, j'ai passé à 16. L'éclairage indirect, le nombre de rayons, plus on baisse, plus c'est rapide, mais moins c'est précis, plus on augmente, plus la qualité est importante. Donc voilà, je vais lancer mon rendu, je vais faire une pause pendant le rendu forcément parce que ça prend du temps. Et voilà, donc on va attendre un petit peu que le rendu se fasse. Rendu, render, voilà.
Je fais juste pause sur la vidéo. Donc le rendu est en train de se terminer, voilà. On constate bien qu'on a la profondeur de champ qui apparaît derrière, c'est un petit peu flouté. Bien sûr, ça pourrait s'améliorer grandement en jouant sur des vraies propriétés d'une caméra, par exemple mettre un 200 mm, se rapprocher avec une ouverture assez importante pour un effet plus important en fait au niveau de la profondeur de champ. Donc voilà un petit peu pour une image de rendu. Alors voilà, il faudrait jouer un petit peu sur la mise en scène. Il faudrait surtout retravailler les textures parce que là en fait on se rend compte qu'au moment du rendu, avec l'éclairage, on voit beaucoup moins de détails qu'on avait en fait fait dans ZBrush. Il faudrait faire un petit coup de Photoshop, d'où l'intérêt d'avoir des maps qui ont été mises à plat avec un unwrap dans Modo, donc dans les étapes qu'on a vues au préalable. On a beaucoup de travail encore à faire, bien évidemment. On peut pas faire une création complète de A à Z, je dirais, enfin comment dire, sans avoir de la retouche du premier coup. Faut vraiment être très fort. Voilà, donc voilà un petit peu pour ces différentes étapes. J'essaierai de poster par la suite en fait sur le forum de Polyloop je vais essayer de continuer un peu ce travail sur ces personnages-là, faire une petite scène rapidement. En fait, j'ai déjà un décor que j'ai commencé à faire dans ZBrush, faire avec des armes, faire une scène en fait que l'on voit au début en fait de la présentation de ce tutoriel dans les images que j'utilisais pour les références. Donc voilà un petit peu pour le rendu. Je rappelle juste pour récapituler pour Modo, on importe les OBJ, on importe les images au niveau des matériaux correspondants. Attention à bien faire un flip vertical quand il faut le faire, quasiment tout sauf les displacements lorsqu'on a mis l'option en provenance de ZBrush. Par la suite, c'est vraiment l'assemblage, jouer sur les différents paramètres. Je vous invite à consulter le site donc de Luxology aussi pour plus d'informations sur Modo. Là c'était du Modo parce que c'est un logiciel que j'utilise, que j'ai acheté et qui est un logiciel qui est relativement bien. Vous prenez Maya, Max, Cinema 4D, XSI, voilà n'importe quel logiciel de 3D qui gère le displacement. Vous pouvez bien sûr faire la même chose. C'était un exemple parmi tant d'autres, fait avec Modo. Donc voilà un petit peu pour ce long didacticiel, la partie vidéo et de rendu sous Modo. Prochaine vidéo, la conclusion de ce long didacticiel.